Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mister Laker, le radar politique. L'Iran a défié publiquement les États-Unis d'envoyer des troupes au sol. Le président du Parlement iranien a déclaré sur les médias d'État: nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains au sol pour les brûler et Trump les envoie quand même. 2500 marines et marins à bord de l'USS Tripoli sont déjà arrivés dans le Golfe. La 82e division aéroportée a reçu des ordres de déploiement. Le Pentagone planifie activement plusieurs semaines d'opérations terrestres sur le sol iranien. 13 militaires américains sont déjà morts, plus de 300 ont été blessés et le pays dans lequel ils sont envoyés se prépare exactement à ce type de combat depuis 35 ans. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Trump a déclaré au Financial Times que les forces américaines pourraient facilement s'emparer de Carr Island. Ces mots étaient les suivants: peut être que nous prenons Carr Island, peut être que non. Nous avons beaucoup d'options. Je ne pense pas qu'ils aient une quelconque défense. Nous pourrions la prendre très facilement, car Island est une étroite bande de terre longue d'environ 5 miles dans le golfe Persique. Sa moitié sud est remplie de terminaux d'exportation de pétrole. 90% des expéditions de brut iraniens passent par cette île. La logique à l'intérieur de la Maison-Blanche est simple: s'emparer de Carr Island, étrangler les revenus pétroliers de l'Iran et traîner Téhéran à la table des négociations. L'hypothèse est que l'Iran ne prendrait jamais le risque de tirer sur ses propres infrastructures parce que leur reconstruction prendrait des décennies. Dans l'univers de Trump, tout ce qui tient dans une phrase est traité comme si cela tenait aussi dans un plan de guerre. Cette hypothèse s'est effondrée il y a 3 jours. Le 27 mars, l'Iran a frappé la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. C'est l'une des installations américaines les plus lourdement défendues de tout le Golfe. La frappe a combiné des missiles balistiques et des drones d'attaque longue portée à sens unique. Elle a détruit au sol un avion E-3G Sentry AWACS de l'US Air Force. C'est un centre de commandement volant. Il suit tous les aéronefs et tous les missiles entrants sur 120 000 milles carrés d'espace aérien. Les États-Unis n'en avaient que 16 avant cette frappe. Ils n'en ont désormais plus que 15. Au moins 10 à 15 militaires américains ont été blessés, plusieurs grièvement, 5 ravitailleurs cassés, un 3-5 avait déjà été endommagé sur la même base, plus tôt dans la guerre. Ces ravitailleurs maintiennent les chasseurs américains en vol. Sans eux, le rayon d'action au combat se réduit considérablement. Et le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré à NBC qu'il était sûr à 100% que la Russie avait fourni à l'Iran des images satellites de la base aérienne Prince Sultan quelques jours seulement avant l'attaque. Et Trump veut installer des marines sous des tentes sur une île non fortifiée, à portée des mêmes armes que celles qui viennent de faire ça. Et voilà ce que cela signifie pour une opération terrestre. Le vice-maréchal de l'air à la retraite Chabel, ancien pilote de chasse et analyste militaire, l'a dit clairement: si des troupes américaines occupent Carr Island, elles vivront sous des tentes. Il n'y a aucune infrastructure durcie sur cette île, aucun bunker renforcé, aucun abri souterrain. Elle serait exposée au même type de frappe de précision que celles qui viennent de détruire un avion AWACS stationné derrière plusieurs couches de défense aérienne. Les forces qui se dirigent actuellement vers la région sont configurées exactement pour ce type d'opération. Les 31 et 11 unités expéditionnaires de marine sont les 2 forces de réponse de crise des marines, désormais liées au renforcement américain. À L2, elles ajoutent environ 5000 marines dans la région, ainsi que des milliers de marins. Des éléments de la 82e division aéroportée, y compris du personnel d'état-major et des forces de combat, sont également déployés pour élargir les options américaines. Le lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine Daniel Davis, senior fellow à Defense Priorities, a estimé que ce déploiement ne comprend que 4000 à 5000 véritables troupes de combat. Il a déclaré que cela suffisait pour s'emparer d'une petite cible pendant une fenêtre limitée, mais que cela restait très loin de l'échelle nécessaire pour une campagne terrestre prolongée. Rassembler une telle force demande des mois de préparation. Maintenant, c'est là que la logique s'effondre complètement.
La plupart des gens supposent que déplacer des forces terrestres vers l'Iran renforce la position de négociation américaine, que cela crée une pression, que cela pousse Téhéran à se rapprocher d'un accord. La réalité est l'inverse. Une incursion terrestre, même limitée, offre à l'Iran exactement le résultat stratégique qu'il s'emploie à construire depuis 35 ans. Commençons par le temps. Le temps ne joue pas en faveur de Donald Trump. C'est un président de second mandat qui avance vers les élections de mi-mandat. Chaque semaine où cette guerre se poursuit, sa position politique s'affaiblit à l'intérieur du pays. Les dirigeants iraniens fonctionnent sur un calendrier complètement différent. Ils n'ont aucune échéance électorale, ils n'ont aucun cycle médiatique qui les force à agir. Mohammad Bagher Ghaliba, président du Parlement iranien, a déclaré par l'intermédiaire de l'agence IRNA le 29 mars « L'ennemi envoie ouvertement des messages de négociation et planifie en secret une attaque terrestre. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains au sol pour les brûler et punir leurs partenaires régionaux pour toujours. » C'est le président du Parlement iranien, pas un commentateur marginal, pas un responsable anonyme, le troisième personnage politique le plus important du pays, qui s'exprime par les médias officiels de l'État en invitant publiquement l'armée américaine à mettre le pied sur le territoire iranien. Et il faut parler de la raison pour laquelle cette invitation n'est pas du bluff, parce que les chiffres racontent l'histoire. Alors que les frappes aériennes américaines et israéliennes ont dégradé la marine iranienne et réduit sa production de missiles et de drones d'environ 90% par rapport à son niveau initial, selon Sacha Brookman, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, les forces terrestres iraniennes restent largement intactes. Les effectifs terrestres de l'Iran demeurent considérables, mais les gardiens de la révolution, à eux seuls, sont généralement estimés à environ 190 000 hommes. Des chiffres beaucoup plus élevés n'ont de sens que si l'on inclut des forces de réserve ou de mobilisation plus larges. L'Iran a passé 3 décennies et demie à construire des réseaux de tunnels, des batteries côtières anti-navires et une infrastructure de guerre asymétrique sur tout son littoral du golfe Persique et autour de chaque île disputée. La majorité des Américains s'opposent à l'envoi de troupes au sol en Iran. Dans un sondage Reuters, Ipsos, 55% s'opposaient à tout déploiement terrestre, tandis que seulement 7% soutenaient une opération terrestre de grande ampleur. Au moment où des cercueils commencent à arriver à la base aérienne de Dover, ce chiffre s'effondre encore davantage et ce qui devait servir de levier devient une crise politique intérieure que l'Iran peut simplement attendre plus longtemps que Washington. Restez avec moi parce que vers la fin, je vais montrer comment les Houthis viennent de transformer cette guerre d'un front unique en une catastrophe économique à 2 points d'étranglement qu'aucune opération terrestre sur Car Island ne peut résoudre. Examinons maintenant les cibles au-delà de Car Island. Qesum Island se situe au point le plus étroit du détroit d'Ormuz. Elle s'étend sur environ 135 km de long et jusqu'à 40 km de large. L'Iran exploite depuis Qesum des installations militaires et des sites de lancement de drones. Environ 120 000 civils y vivent également. Toute opération à cet endroit ferait courir le risque de combats urbains, de pertes civiles massives et du type d'occupation prolongée qui transforme un raid limité en engagement sans fin. Plus loin dans le détroit, Abu Musa ainsi que les îles Greater Town et Lesser Town, toutes revendiquées par les Émirats arabes unis, fonctionnent comme des postes d'observation iraniens. Elles filtrent le trafic des pétroliers et transmettent du renseignement à Bandar Abbas et à Téhéran. Sacha Brookman, s'exprimant depuis Doha, a remis en cause tout le fondement stratégique de la prise de Car Island en particulier. Il a souligné que les pétroliers iraniens quittant Car Island doivent encore transiter par le détroit d'Ormuz, en passant directement devant les navires de guerre américains, y compris l'USS George Washington et 16 destroyers d'escorte. Si l'objectif est de couper les revenus pétroliers de l'Iran, l'US Navy peut intercepter ces navires en mer sans installer un seul marine sous une tente sur une île à portée de tous les drones et missiles que l'Iran possède encore. Le sénateur Lindsey Graham a comparé sur Fox News un éventuel assaut de marine sur Car Island à la bataille d'Ewima en déclarant « Nous avons fait Ewima. Nous pouvons faire ça. Mon argent est toujours sur les marines. » Ewima a coûté la vie à près de 7000 marines et en a blessé 20 000 autres. L'amiral à la retraite
James Stridus, a averti dans une tribune de Bloomberg qu'il fallait s'attendre à ce que les Iraniens déclenchent d'immenses essaims de drones, des petites embarcations chargées d'explosifs et des missiles ciblés directement contre les navires amphibies. Il a averti que l'île elle-même pourrait être truffée de pièges explosifs et qu'un seul impact direct sur un bâtiment amphibie constituerait un coup dévastateur. Voici maintenant la dimension qui change tout. Le 28 mars, les rebelles houthis du Yémen ont lancé leur première frappe contre Israël depuis le début de cette guerre. Le brigadier général Yahya Sarri, porte-parole militaire des Houthis, a annoncé un barrage de missiles balistiques visant ce qu'il a décrit comme des sites militaires israéliens sensibles dans le sud d'Israël. Le lendemain, les Houthis ont lancé une deuxième vague à l'aide de missiles de croisière et de drones. Pendant un mois entier, les Houthis étaient restés en retrait, malgré leur appartenance au réseau de groupes armés alliés de l'Iran. Leur entrée en scène ouvre désormais un deuxième point d'étranglement maritime. Et c'est la partie qui devrait alarmer tous ceux qui observent les retombées économiques. Le détroit de Bab al-Mandab, l'étroit passage qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, ne fait que 29 km de large à son point le plus resserré. Environ 15% de tout le commerce maritime mondial y transite, 30% de tout le trafic mondial de porte-conteneurs. Les Houthis contrôlent l'essentiel du littoral yéménite sur la mer Rouge, y compris le port de Edda. Mohammad Mansour, vice-ministre de l'information des Houthis, a déclaré directement à CNN « Fermer le détroit de Bab al-Mandab est une option viable et les conséquences seront supportées par les agresseurs américains et israéliens. » Et voici ce qui est en fait un désastre cumulatif plutôt qu'un désastre parallèle. Alors que le détroit d'Ormuz est déjà fermé à la plupart des navires liés au camp occidental depuis début mars, l'Arabie Saoudite a redirigé ses exportations de pétrole via un oléoduc est-ouest vers le port de Yanbu sur la mer Rouge. Le trafic de pétrolier à Yanbu a bondi, le port de Jeddah a commencé à traiter des volumes de conteneurs nettement plus élevés. Ces deux ports se trouvent désormais à portée des drones et missiles Houthis. Si Bab al-Mandab se ferme, le monde ne perd pas seulement un point d'étranglement pétrolier, il perd les deux en même temps. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, qui devrait justement projeter de la puissance dans ce couloir, est amarré à cri pour réparation. Le redéployer en mer Rouge l'entraînerait dans le même cycle d'attaque épuisant que celui qui a malmené l'USS Dwight D. Eisenhower, en 2024, et l'USS Harry S. Truman pendant la campagne Houthi de 2025. Nous reviendrons à ce que tout cela signifie pour la diplomatie, mais il faut d'abord mesurer les dégâts économiques déjà enclenchés. Le Brent s'échangeait autour de 106 à 100, $17 le baril le 30 mars et se dirige vers sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis le début des relevés en 1988. Le brut de Dubaï, qui reflète le coût réel des livraisons physiques des vendeurs moyen-orientaux, a bondi de 66% depuis le début de la guerre pour atteindre $126 le baril. C'est plus du double de la hausse observée sur les contrats à terme papier. Goldman Sachs estime que 14 à $18 par baril de prime de risque, purement géopolitiques, sont déjà intégrés dans chaque baril échangé dans le monde. L'AIE a coordonné la mise sur le marché de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques, le plus grand déstockage d'urgence de l'histoire, et les analystes disent que cela n'achète que quelques jours. Marco Papiche, de BCA Research, a calculé que le monde perd actuellement 5 à 5 millions de barils par jour, soit environ 5% de l'offre mondiale totale, et a averti que ce chiffre doublera d'ici la mi-avril, lorsque les mesures provisoires expireront. Le Nikkei 225 japonais a chuté de presque 5% lundi, le Kospi sud-coréen a perdu 3,7%, le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,6%. Les États-Unis ont accordé une dérogation de 30 jours, levant les sanctions sur le pétrole russe afin d'atténuer la crise d'approvisionnement, permettant à des acheteurs d'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, d'acheter du brut russe.
L'Australie a réagi en divisant par 2 pendant 3 mois l'accise sur l'essence et le diesel et en supprimant la redevance applicable aux poids lourds. Maintenant, la diplomatie. Trump a déclaré aux journalistes le 29 mars « Nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis à peu près sûr ». Il avait auparavant affirmé que l'Iran avait accepté l'essentiel de son plan en 15 points. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à Al Jazeera le 25 mars « Aucune négociation n'a eu lieu avec l'ennemi jusqu'à présent et nous ne prévoyons aucune négociation ». Une autre source iranienne a dit à CNN qu'il y avait bien eu des contacts et que Téhéran était prêt à écouter des propositions soutenables. Le Pakistan a accueilli dimanche les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Égypte, et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a qualifié la réunion de très productive en promettant de faciliter des discussions directes dans les jours à venir. 3 versions différentes de la réalité circulent en même temps. Trump dit qu'un accord est proche, l'Iran dit qu'aucun accord n'existe, le Pakistan dit qu'un accord arrive, et pendant que ces 3 récits s'affrontent, le Pentagone planifie des raids terrestres. Et le président du Parlement iranien promet de brûler les soldats américains. Quand le message devient à ce point encombré, l'enrobage médiatique arrive généralement avant la stratégie. La plupart des gens pensent que cette guerre a un ensemble d'objectifs bien définis que les États-Unis poursuivent méthodiquement. La réalité, c'est que tous les indicateurs qui comptent évoluent contre la position américaine. Les forces terrestres iraniennes restent intactes, avec plus d'1 million d'hommes en armes. Le détroit d'Ormuz demeure fermé à la navigation alliée. Les Houthis ont activé un deuxième point d'étranglement à Bab al-Mandab. Les prix du pétrole ont battu des records qu'on n'avait plus vus depuis près de 4 décennies. Les alliés de l'OTAN ont rejeté l'appel de Trump visant à les faire participer à la réouverture du détroit. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont tous refusé de participer aux frappes dirigées par les États-Unis. Le régime que Washington voulait faire tomber a déjà remplacé son guide suprême mort par son fils Mohabba Kamyun, que plusieurs analystes décrivent comme plus dur et plus animé par l'esprit de vengeance que son père. L'ancien responsable américain de la lutte antiterroriste Joe Kent a démissionné à cause de la guerre et a soutenu publiquement que l'Iran ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis. L'échéance du 6 avril est dans une semaine. Trump a menacé d'anéantir les puits de pétrole iraniens, les centrales électriques et Carr Island elle-même si le détroit ne rouvre pas. L'Iran a menacé de brûler les forces terrestres américaines à leur arrivée.